Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau PNcast. Alors ça nous fait très plaisir de vous retrouver après quelques semaines, on va pas dire quelques mois parce que ça ferait vraiment trop long, notamment dû à une actualité un peu trop tranquille à notre goût, mais plus récemment les choses se sont vraiment accélérées. On avait très envie de parler de plein de choses avec vous et notamment de Monster Hunter Rise. Et qui dit Monster Hunter sur PN dit Kurogeek, qu'on est ravi de retrouver dans cette émission, vous allez l'entendre dans une petite seconde. Et puis vous allez aussi entendre les amis Guillaume et Ming qui sont présents eux aussi. Bonjour à tous les trois et bienvenue à toi, Kurogeek, de nouveau dans l'équipe du PNcast. Vous allez bien? Salut à tous. Bah ouais, ça va bien. Je suis content de vous revoir. Là, ça fait à peu près un peu plus d'un mois qu'on n'a pas enregistré un nouveau PNcast, donc il était temps qu'on s'y remette et l'actu est c'est plus ou moins réveillé, notamment aujourd'hui, donc c'est cool. C'est ce qu'on appelle un bon timing. Salut, Mickaël. Salut Xavier, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content parce que les crèches ont réouvert. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce propos. Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps libre. J'avais pas vu ça dans la liste des actualités du moment. Là, tu m'apprends un scoop. Et voilà. Salut, Kurogeek. Bonjour à tous, moi je suis ravi pour cette deuxième fois d'être là sur le PNcast. Et effectivement, oui, comme tu disais, qui dit Monster Hunter dit Kurogeek chez Puissance Nintendo. Et aujourd'hui, il y avait le Digital Event. Et ils annoncent du lourd, hein, surtout sur Monster Hunter Stories. Bon, on va parler de Monster Hunter Rise évidemment, mais voilà quoi. Le 9 juillet, Monster Hunter Story 2 quoi. Et voilà, il a spoilé la news. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'au bout de 2 participations, on parle d'un habitué du PNcast ou est-ce qu'on attend un petit peu alors? Pour moi, ça reste un invité temporaire, je pense, pour le moment. Non, t'as raison, il faut être dur. Faut être dur. En tout cas, bon, ça fait. Tu es à Lyon aussi maintenant, donc ça pourra. Quand on pourra tous se revoir, pourquoi pas. J'étais à Saint-Priest avant, j'étais pas si loin que ça. C'est vrai. Bah, c'est assez loin. Le fond de la campagne, tu sais, genre, on dirait que c'est le pays là-bas, tu sais, c'est les voisins, les Stéphanois qui sont là-bas, là, ouais, salut. Ceux qui n'ont pas l'électricité. Là. Après, si j'habitais pas près de Xavier et Mickaël, je considérerais pas qu'ils habitent à Lyon, parce que c'est vrai qu'ils habitent pas non plus à Lyon. C'est vrai. À Villeurbanne, il y a les bâtiments, il y a le métro qui passe, quoi. Ouais, mais c'est pas Lyon. Enfin, quand t'es dans le 6e, tu dis non, c'est Villeurbanne, c'est Villeurbanne, Lyon, c'est Lyon. Regardez-moi. C'est pas possible. Bon, là, on est bien parti pour battre le record de l'intro la plus longue, hein, parce que même si ça fait 2 mois qu'on s'est vu, il y a quand même du pain sur la planche aujourd'hui. En cette fin du mois d'avril, il y a pas mal d'actualités qui sont sorties, comme tu le soulignais à l'instant, Guillaume. Donc, on va parcourir tout ça ensemble. On va parler de cet énorme jeu avec Yap, avec la mise à jour de Monster Hunter Rise qui est arrivée, qui arrivera incessamment sous peu, et les prochaines qui ont été annoncées aujourd'hui. Et puis, on va vous agrémenter ces différentes infos avec la petite actualité de Puissance Nintendo, les promos sur l'eShop, etc. Vous connaissez un petit peu la structure du PNcast. Alors, j'espère que ce programme vous plaît. Si c'est pas le cas, écoutez, tant pis pour vous. Hein, c'est parti. En tout cas, bienvenue à tous dans ce nouveau PNcast et commençons tout de suite avec l'actualité du moment parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Et c'est moi qui ai le plaisir de parler de la première actu puisque ça concerne Mario Kart Tour, dont on a célébré les 200 millions de téléchargements atteints et 200 millions de dollars de chiffre d'affaires généré par le jeu. C'est une annonce qui est tombée il y a quelques jours de ça, parce qu'il y a des cabinets d'études qui sont spécialisés dans la compilation de ce genre d'infos pour mesurer la performance des applications mobiles. Et du coup, 200 millions de téléchargements, alors c'est pas mal, hein, quelque part, mais 200 millions de dollars de chiffre d'affaires seulement, ça me semble, moi, relativement peu, hein, par rapport à d'autres jeux comme Pokémon Go, qui franchissent allègrement le cap du milliard en l'espace de quelques semaines, et ça fait 4 ou 5 ans que ça dure. On peut pas dire que Mario Kart Tour ce soit le gros succès. Donc est-ce que Nintendo paye là le prix de la formule d'abonnement pour le jeu avec les trucs en plus à acheter ici ou là qui sont peut-être un petit peu trop voyants pour que le public ait envie de dépenser ces quelques centimes à chaque fois comme ils le font dans un Pokémon Go ou dans d'autres jeux mobiles. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous jouez encore vous à Mario Kart Tour? Moi de mon côté absolument pas, j'ai joué finalement assez peu, j'ai dû jouer 1 mois grand max et j'ai jamais réussi à battre justement Max qui était, mais je sais pas comment il était toujours en haut du panier dans les scores et ça me rendait très triste.
Mais Max, il est imbattable, Max. Ouais. Ouais, Max, dès qu'il touche une manette, on est foutu. Hein. ouais, mais moi, je me souviens de la dernière PN party qu'on a fait. On avait fait un tournoi de Mario Kart. Je m'en souviens, Bobo, il criait faites du bruit de partout. Et le gagnant, le gars qui a remporté le tournoi de Mario Kart qu'on a organisé, on lui a dit c'est bien, t'as le droit de jouer contre Maxime maintenant. Et Maxime l'a explosé. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ouais. Non, mais Max, mais Mario Kart Tour, c'est pourtant un autre gameplay, et voilà, il masterise quand même. Ouais. Là, Alors quand on a ça dans le sang. sur une année, Mario Kart Tour a fait 93 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est quand même pas mal. C'est allez, pratiquement la moitié par rapport à Fire Emblem Heroes qui marche beaucoup mieux avec 163 millions de dollars. Mais c'est mieux qu'Animal Crossing Pocket Camp qui est à 78 millions et Oh, bien plus que Dragalia Lost et Dr Mario World. Alors Dr Mario World avec ses 6 millions de dollars sur l'année, c'est quand même pas folichon. Moi, je pense que pour Nintendo, enfin, au vu de la licence qu'est Mario Kart pour Nintendo, Mario Kart, c'est le jeu qui fait vendre des consoles, qui se vend autant que le nombre de consoles, souvent. Enfin, voilà, c'est énorme. Donc, c'est vrai que ça doit être une grosse déception de se dire qu'une licence comme ça arrive sur mobile et voilà, fasse 200 millions. Après, comparé à des éditeurs peut-être plus petits ou de choses comme ça, on rêverait d'avoir 200 millions de téléchargements et 200 millions de chiffres d'affaires. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de Nintendo, ça peut paraître décevant, mais ça montre aussi l'attachement aussi du public pour Nintendo, mais aussi pour leurs consoles et leurs jeux sur console. Donc, ça peut montrer aussi que finalement leur idée qui nous avait dit que leur jeu était censé aussi faire venir les gens vers les jeux consoles. Pour l'instant, on voit que la balance pèse toujours vers la console. Est-ce que si à l'époque de la Wii U, Mario Kart serait sorti, on aurait pu dire que c'est le sauveur, on aurait pu appeler ça un sauveur pour Nintendo sur mobile, parce que ça aurait fait beaucoup plus de chiffre d'affaires sûrement que peut-être que la Wii U ou que les jeux sur Wii U à l'époque. Mais vu le contexte actuel avec la Switch qui cartonne, c'est vrai que ça paraît assez peut-être un peu plus dérisoire de ce côté-là. Après, il y a une autre situation qui est intéressante, c'est vrai que le jeu mobile est surtout porté par le jeu en Asie, et on a l'impression que Mario Kart, c'est pas forcément une franchise qui est très appréciée du public asiatique. Si on regarde le nombre de téléchargements du jeu, c'est les États-Unis qui sont largement en tête, avec à peu près 20% des téléchargements qui se font là-bas. Et il y a aucun pays d'Asie dans le top 3. Hein. C'est USA, Brésil et Mexique, donc plutôt l'Amérique plus que l'Asie. Et du coup, il y a sans doute une part de l'explication qui se trouve là, parce que si on regarde les jeux mobiles de course qui marchent bien, il y a Kart Rider Rush Plus qui fait 170 millions de dollars de chiffre d'affaires sur la même période, hein, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, avec des personnages un peu plus kawaii, donc qui peut-être plaisent plus au public du Japon ou de Chine qui sont très friands de jeux mobiles. Et Mario Kart Tour n'est que le 4e jeu dans tous les jeux de course. Donc ils sont finalement très très loin. Alors sans être trop loin, hein, parce que 4e c'est plus qu'honorable, mais disons qu'il y a quand même une marge de progression et qui est peut-être à chercher de ce côté-là du monde. Ah, ça vous a scotché là. Hein. Ça y est, on sait plus quoi dire. Moi, je voulais ajouter quelque chose sur le marché asiatique. Ouais. Je pense aussi que sur le marché asiatique, il y a pas mal de e-sport. Et que du coup, ils doivent peut-être se concentrer beaucoup plus sur des jeux vraiment axés sur l'e-sport. C'est vrai que le jeu mobile, il n'y a pas de compète, quoi. Vraiment. C'est du jeu, tu joues en déplacement, tu joues dans les métros, enfin voilà. Alors que je pense que sur le marché asiatique, il y a vraiment une culture de l'e-sport avec des écoles, avec des tournois locaux, avec des tournois régionaux, il y a vraiment une professionnalisation du métier de joueur pro là-bas qu'on n'a pas forcément en France. Ce genre de choses là. Alors, aux États-Unis, c'est en train de se développer. Mais oui, c'est peut-être pour ça aussi que le marché du mobile en Asie, surtout concernant Mario Kart, ne séduit peut-être pas autant qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, quoi. C'est vrai, parce que c'est surtout tout ce qui est RPG ou les jeux d'action en ligne, multijoueur, où tu te tapes sur la tronche avec les copains, qui marche mieux. Il y a un côté très compète, je pense, en Asie, où là-bas, c'est surtout fais voir ton skill, quoi. Fais voir ton doigté sur ton clavier,
fait voir comment est-ce que tu joues à Smash Bros ou à Tekken ou à Street Fighter 5 par exemple. Et puis voilà, je pense qu'il y a pas mal de compètes autour de ça aussi. Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc bon, voilà ce qu'on retient de cette actu sur Mario Kart Tour. Allez, Michael, est-ce que tu nous parles de The Great Ace Attorney Chronicles, qui est enfin confirmé pour une sortie en Occident? Ouais, bah pour ceux qui l'ignorent, c'est la série donc des Phoenix Wright qui avait c'est né je crois sur Game Boy Advance ou DS. DS, Ouais. le premier épisode, ouais. Objection. C'était sur Advance. DS. Les 3 premiers sont sortis sur Game Boy Advance et ils ont été remakés sur DS. Ah, ouais, du coup au Japon. Enfin bon, bref. Du coup, le jeu qui avait donc connu son grand succès, en tout cas en Occident, grâce à la DS, c'était peu à peu essoufflé. Et là, donc la plupart des jeux donc, ne sortaient même plus en physique et parfois restaient carrément au Japon. Et donc là, on a eu une nouvelle qui dit que The Great Ace Attorney Chronicles arrive, et c'est en fait le regroupement de 2 jeux qui sont sortis uniquement au Japon sur 3DS. Il regroupe donc The Great Ace Attorney 1 et le 2, donc sortis respectivement en 2015 et 2017. Et c'est un jeu qui se passe en Angleterre où vous allez pouvoir entre autres rencontrer Sherlock Holmes. Et donc jeu d'enquête, ça va très bien, ça doit faire un très beau joli crossover. Je pense que c'est très sympa. Après, moi, j'avoue que d'une part, le fait qu'il soit toujours en anglais, sur un jeu où c'est vraiment du visual novel quasiment, donc faut vraiment s'accrocher. Et c'est un genre très particulier, donc c'est très bien écrit, etc. Mais faut avoir la patience. Il n'y a pas toujours un gameplay hyper varié, quoi. Mais bon, après, chacun ses goûts. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous y tu avez nous le déjà vends joué. bien. Hein. Ouais, non, c'est juste que j'avais fait le test du dernier sur 3DS, qui était a priori un des meilleurs, mais moi j'avais trouvé un peu long. J'en avais un peu marre de lire là, au bout d'un moment, et voilà. Donc je sais pas si c'est le genre de jeu auquel vous jouez, mais ça reste un ovni, mais qui a pas tant évolué depuis le début de sa création, je trouve. Là, ce qui est différent avec celui-là, c'est qu'il nous emmène au 19e siècle. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool de changer un peu allez, on va dire d'environnement par rapport aux précédents épisodes. Moi, je trouve que Oui, le fait de voir Sherlock Holmes, ça me botterait, mais après. Mais bon, après, c'est le genre qui fait qu'il y a énormément de lecture et il faut être très attentif pour pas louper les indices, etc. Et c'est une formule qui marche, parce que chaque jeu se vend, à mon avis, plutôt bien. Qui marche au Japon et en Europe et Occident moins, vu que la diffusion elle-même était à moindre. Donc je pense qu'en tout cas en France, ça avait bien baissé. Du coup, on n'a même pas de localisation, alors que sur énormément d'épisodes, elle avait eu lieu. Voilà. Bon, je suis sûr que la news surprise de Nintendo d'aujourd'hui de lancer une démo de Miitopia t'a beaucoup plus réjoui que l'annonce de l'arrivée de ce j'ai oublié le nom d'ailleurs parce que je suis passé sur la news d'après, de ce Great Ace Attorney Chronicles. Parce qu'effectivement, à un mois de la sortie du jeu, il sortira le 21 mai 2021, eh bien Nintendo nous propose la date de Great Ace. Quand est-ce qu'il arrive? Le 27 juillet, pardon. C'est après le prochain spin-off de Monster Hunter Stories. Donc on a le temps de se préparer à l'idée. Bon, revenons à Miitopia. Miitopia était sorti sur Nintendo DS, 3DS. Ouais. Et donc il y a un remake qui est en cours de développement sur la Switch et qui sort le 21 mai 2021. Et une démo a été annoncée par surprise aujourd'hui par Nintendo. Donc elle est disponible sur l'eShop et on peut l'essayer. D'ailleurs, au moment où vous écoutez le PNcast, il devrait aussi y avoir une vidéo découverte de Ryoga qui vous permettra de comprendre comment le jeu s'est adapté à la Switch, parce que forcément ça va être un petit peu différent par rapport à ce qui était sorti sur la 3DS. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne surprise de pouvoir retrouver l'ambiance du jeu et surtout de retrouver les Mii, parce qu'on pensait qu'ils étaient un peu mort et enterrés, ces personnages-là, depuis la fin de Miiverse sur la Wii U. En tout cas, non, ils sont de retour avec un nouvel éditeur de personnages. Je sais pas si ça fait partie de la démo, mais en tout cas, bon, il
il y a sans doute tout un public qui sera plutôt content de retrouver ce RPG le 21 mai prochain et de pouvoir le découvrir dans le cadre de cette démo. Est-ce que vous avez prévu de l'essayer? Ce soir, vous pouvez pas parce qu'on fait le PNcast, mais est-ce que vous avez prévu d'essayer Mythopia, sa version démo, avant sa sortie? Je sais pas, c'est vraiment pas le type de jeu qui m'intéresse. Je sais que je l'achèterai pas, donc non, je pense que je passerai mon tour. Moi, Je j'aimerais passe bien. mon tour également. J'ai j'aimerais essayé de passer plus de temps sur Monster Hunter. Et voilà, comme disait Ming, moi j'aimerais beaucoup, parce que du coup, c'est vrai que moi j'aime bien tester plein de jeux. Mais ouais, on a trop de jeux à tester, on a trop de jeux à faire. En plus des jeux à tester pour PN, j'ai aussi une liste énorme de jeux à faire derrière. Bon, Yap, puisque tu as la parole, eh bien, tu vas la garder parce qu'on va maintenant aborder une partie de la journée qui était riche en émotions et en annonces, puisque Capcom a diffusé un Monster Hunter Digital Event cet après-midi pour nous parler de plusieurs nouveautés qui concernent d'une part Monster Hunter Rise qui est sorti depuis quelques semaines, et puis aussi Monster Hunter Stories 2 qui lui sortira au mois de juillet. Est-ce que pour commencer, tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit au sujet de Monster Hunter Rise et d'une certaine nouvelle démo qui est disponible sur l'eShop? Alors c'est vrai que oui, il y a une nouvelle démo qui est disponible sur l'eShop. Alors j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'elle contient. Il faudrait que j'aille voir de mes propres yeux, mais bon voilà, j'ai pas eu le temps là entre 16h et maintenant. Mais après j'ai eu le temps de regarder ce beau Monster Hunter Digital Event, dont j'apprécie énormément le format là depuis quelques temps. Et donc c'est une belle présentation. Je suis assez content de retrouver pas mal de monstres que bon moi je connais parce que ça fait 16 ans que j'y joue. Mais donc là, il y a pas mal de monstres déjà existants qui arrivent, donc notamment le Caméléos qui était annoncé depuis avant même la sortie du jeu. On savait déjà que le Caméléos allait arriver. Donc du coup là c'est bien de voir que le Théostra débarque et que le Kushala Daora également aussi. C'est des monstres emblématiques de Monster Hunter 2. Et oui, après il y a pas mal, ils ont annoncé aussi pas mal de contenu additionnel en termes d'apparence sur la personnalisation des persos et tout. Et je pense, moi, le truc qui me hype le plus dans cette mise à jour, ça va être la possibilité d'affronter les monstres supérieurs en dehors des missions calamité. Parce que c'est vrai que là pour le moment on les affrontait uniquement dans les versions calamité, ils faisaient très mal, c'était très fun de les affronter parce que ça tapait dans tous les sens. Puis là le fait de savoir qu'on peut les affronter en dehors, je trouve que c'est une très très bonne chose. Et j'espère qu'on pourra, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et j'espère qu'il y en aura plus surtout. Parce que Voilà. du coup, dans la vidéo, est-ce qu'ils nous ont annoncé des choses en plus par rapport à ce que tu connaissais déjà? Parce que toi, tu commences à avoir quelques heures au compteur sur Monster Hunter, du coup. Les nouveaux monstres, là, le Ratalos supérieur, le Diablos supérieur, la possibilité d'affronter les monstres supérieurs en dehors des missions calamité. Donc, pour résumer, les missions calamité, c'est tout ce qui est, c'est tout l'aspect tower défense, avec le château à défendre, les portes à défendre, les installations, les balistes et tout à placer. Donc, pour ceux qui ont essayé, je pense qu'ils verront de quoi je parle. Donc voilà. Et après maintenant. Est-ce que c'est des nouveaux monstres est-ce que c'est des nouvelles créations ou c'est encore des monstres parce que là donc le Ratalos etc. c'est des monstres qu'on connaît déjà. Ah oui, c'est des monstres qu'on connaît déjà. Après là, c'est juste des versions divergentes des monstres qu'on connaît déjà. Pour le moment, je trouve qu'il y a, en termes de nouveaux monstres, voilà, c'est ce qu'ils mettent aussi à la fin du Digital Event, que fin mai, il y aura encore une nouvelle mise à jour avec ce coup-ci beaucoup plus de monstres inédits. Et là, celle-ci, je pense qu'elle va hyper beaucoup plus des joueurs entre guillemets vétérans comme moi. Je pense que là, les gens qui ont commencé à jouer à Monster Hunter Rise, à Monster Hunter avec Rise, doivent être comme des malades en mode ah c'est génial, c'est génial, c'est génial. Tant mieux, parce qu'ils découvrent et j'aimerais bien des fois me retrouver un peu à leur place, c'est-à-dire en mode découverte. Et je pense que là, pour le mois de mai, ouais, il va y avoir pas mal d'après ce qu'ils ont teasé en dernière image, je pense que ça va être sympa. Après, c'est cool aussi qu'ils aient annoncé aussi pas mal de compatibilité entre leurs deux titres phares de l'année 2021, c'est-à-dire Rise et Stories 2, qui va sortir le 9 juillet. Donc voilà. Et du coup, comment est-ce qu'ils vont attirer le chaland pour l'inciter à jouer à Stories 2 alors qu'il joue peut-être déjà à Rise?
Et ben alors, après, maintenant, voilà, comme on a pu le voir dans ce nouveau trailer et cette nouvelle vidéo de présentation de gameplay, Stories 2, enfin, pour avoir fait le premier intégralement et pour avoir adoré le premier, c'est pas du tout un jeu d'action. Ils le disent, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire, c'est au tour à tour. Je le comparais beaucoup plus Monster Hunter Story. Je compare beaucoup plus la licence à du Pokémon qu'à du Monster Hunter. Voilà. Donc, si on joue à Monster Hunter Stories en se disant, oh, on va retrouver le même gameplay que dans Monster Hunter, non, vous vous trompez complètement. C'est bien, on t'entend, on comprend. Voilà. Donc, Et du coup, tu tues pas des monstres dans Monster Hunter Stories? Ah bah si, évidemment, on tue des monstres, mais on les affronte pas de la même façon. On les affronte au tour à tour. C'est ce qui montre dans le Digital Event. Donc là, c'est plutôt rassurant parce que le gameplay était déjà assez complet. Alors certes, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues et revues, mais c'est ce que je disais dans mon test de Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories premier du nom, c'est que l'ensemble est extrêmement bien construit et cohérent. Il n'y a pas de nouveauté, avec un système triangulaire un peu à la Fire Emblem entre attaque technique, attaque vitesse, attaque force, chacune ayant un dessus sur l'autre, comme un cercle comme un triangle. Mais c'est justement ce qui fait la richesse en fait stratégique des combats. C'est beaucoup plus élaboré, je trouve, que sur un Pokémon. Et en plus de ça, ben voilà, on pourra collectionner les monstres. Et c'est ça qui est super important. C'est que dans Monster Hunter Stories, faut pas oublier que oui, ça ressemble à du Pokémon et il y aura une collection de monstres. Et d'après ce que j'ai pu voir des images, des monstres, il va y en avoir beaucoup plus que dans Stories 1. Et là, en plus, il va y avoir du monstre récent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt une bonne chose. Et puis voilà, moi j'ai hâte d'y mettre les mains dessus. Hein. Évidemment, voilà quoi. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se montrer très rassurants par rapport à ceux qui avaient peut-être aimé le premier épisode. Ah, tout à fait. Ils ont vraiment l'air de vouloir vraiment capitaliser sur le fait que c'est vraiment une parfaite suite au premier épisode, sans rien qui a été remis en cause par rapport au premier. Exactement. Et c'est une très bonne chose, parce que du coup, dans le premier, il y avait plein de bonnes choses, il y avait plein de manques. Je pense que pour une console comme la 3DS, niveau multijoueur, je trouvais que c'était très 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 limite. Là, j'espère que sur ce Stories 2, on aura des fonctionnalités multijoueurs qui seront beaucoup plus développées et beaucoup plus fun. Parce que du coup, enfin mine de rien, Monster Hunter, ne serait-ce que le nom de la licence Monster Hunter, ça transpire le multijoueur quoi. Voilà, si vous jouez à Monster Hunter Rise et que vous jouez tout seul, bon, au bout de 30 heures, vous allez vous ennuyer. Ouais. Et c'est ça qui est super bien avec la licence Monster Hunter, c'est le multijoueur. Et je trouvais que c'était dommage dans le premier story, il n'y avait pas assez de fonctionnalités multi. Alors que là, j'espère sincèrement que dans le 2, il y en aura beaucoup plus. Voilà, ça c'est mes attentes. Après maintenant, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Oui, et d'ailleurs, il y a un nouveau Digital Event qui a été annoncé pour le mois prochain déjà, pour nous donner plus d'infos sur ce jeu. En mai, ouais, fin mai, il me semble. Ouais, c'est ça. Annoncé à la fin de l'annonce, ouais. Est-ce qu'il y a un petit bonus que tu veux encore nous dire au sujet de Monster Hunter, comment ça s'appelle, Stories 2, avant qu'on passe à la news suivante, ou on a fait le tour? Un petit bonus, les tenues sont belles si vous jouez à Monster Hunter Rise. Elles sont sympas. La tenue de Kamura dans Stories est plus jolie que dans Rise, je trouve. Voilà, c'est mon petit avis personnel. C'est un avis important. Bon, allez Guillaume, je te laisse enchaîner au sujet de Super Mario Party, parce que je pense que personne ne pensait que nous parlerions de Super Mario Party ce soir. Effectivement, Super Mario Party, on sait que c'est un des succès de la Switch, comme beaucoup de jeux Nintendo, effectivement, mais on s'attendait pas après qu'il soit sorti en octobre 2018, donc il y a près de 3 ans, qu'on allait avoir en 2021 une mise à jour qui apporte une grosse mise à jour, pas tant en termes de contenu, mais en termes de jouabilité, à savoir que on va pouvoir jouer en multijoueur en ligne à Super Mario Party. Donc plutôt que de sortir des nouvelles versions de Super Mario Party comme ils nous avaient habitués à l'époque du GameCube, de la Wii par exemple, là ils décident de mettre à jour le jeu gratuitement au bout de 3 ans. Et donc ça nous permettra de jouer en ligne à 70 jeux. Enfin, il y a 80 mini-jeux dans Super Mario Party et 70 d'entre eux seront jouables en ligne.
Donc avec certaines restrictions, hein, on pourra notamment jouer parfois à 2 personnes sur la même console, avec un certain jeu de restrictions. Et du coup, il y a différents modes de jeu aussi qui sont accessibles. Match entre amis, partie privée. Donc il y a soit on pourra jouer contre des amis via en utilisant des mots de passe. Bon, ça a l'air encore d'être à la Nintendo, quoi, mais bon, en tout cas, on peut jouer en ligne. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, enfin d'avoir les retours des gens vis-à-vis de ça, si ça fonctionne bien, si c'est fluide, si on remarque que c'est bien intégré. Mais ça peut être un atout supplémentaire pour l'achat du jeu. Moi, je l'ai pas encore pris, Super Mario Party, et ça peut être un nouveau jeu pour les sessions PN qui ont lieu un samedi sur 2. C'est cool. Ouais, c'est clair. Alors, c'est plutôt une excellente surprise hein, qu'ils aient ajouté ce mode en ligne à Super Mario Party. On peut penser que l'idée leur est venue avec les confinements et ça leur a pris 1 an à le développer, hein, en quelque sorte, avec les tests, etc. Qu'ils aient réussi à rendre 70 jeux sur les 80, c'est quand même pas mal. Alors, on pourra toujours se demander quel était le problème avec les 10 derniers. Faudrait voir dans le détail, parce que j'avais pas l'association des mini-jeux en français pour savoir de quoi il s'agissait pour essayer de comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle et le jeu marche bien. Hein, il est quand même assez souvent, notamment aux US, hein, dans le top 20 américain des meilleures ventes. Donc les joueurs semblent le plébisciter, même s'il est sorti depuis plus de 2 ans maintenant. Donc non, c'est plutôt une bonne surprise, moi je trouve. Alors, au-delà de l'actualité violente qu'on s'est pris dans la tête aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus régulières, comme des promos sur l'eShop. Et Guillaume, tu nous as repéré quelques promos sur des jeux de gestion cette semaine. Alors, pourquoi ce focus sur les jeux de gestion ? Récemment, il y a un des jeux qui était en promo et que c'est une licence que j'adore, qui s'appelle Roller Coaster Tycoon. Et l'épisode 3 était sorti sur Switch courant d'année dernière, je crois, et je crois que Boris en avait fait un play-in sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Nintendo, et j'étais vraiment fan. Je jouais à ça je jouais aux 2, je crois, sur PC quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est création de parcs d'attractions et tout, et donc ça fait depuis plusieurs années maintenant que j'ai que des PC portables, où là c'est un Mac, et donc je peux plus jouer à ces jeux qui se jouent vraiment à pleine puissance sur PC avec une souris, du coup ça m'a rendu nostalgique et j'ai vu qu'il était en promo et donc je l'ai pris. Donc j'en parlerai peut-être un peu si on a du temps après le long passage qu'on va faire sur Monster Hunter Rise. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas mettre en avant des jeux de gestion en promo, un peu de ce type-là. Et donc il y a 2 jeux en ce moment un peu de ce type qui sont en promotion. Donc il y a Roller Coaster Tycoon 3 qui est à 19,49 au lieu de 29,99 et Jurassic World Evolution qui avait aussi été testé par Boris en vidéo, qui est un peu plus cher là, à 32,99 au lieu de 60. Ça fait donc, presque 50% de réduction à peu près. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais c'est vrai que j'ai plus vraiment la possibilité d'y jouer actuellement vu que je suis sur console de salon. J'ai regardé si la dernière version qui s'appelle je sais plus comment s'appelle, la dernière version du jeu qui a été fait par Frontier de gestion de parc d'attractions qui date de 2016 quand même, mais qui est sorti récemment sur PS4 et Xbox One. Il était dispo sur Mac, mais mon Mac ne le fait pas tourner. Et j'avais testé les Sims par exemple sur PS4 et aussi City Skylines sur PS4 qui était sur le PSN Plus, et c'est vraiment pas très jouable. Donc je savais qu'en achetant Roller Coaster Tycoon 3 sur Switch ça allait pas être ultra jouable, mais c'était plus un peu le trip nostalgique de le récupérer et puis voilà, de refaire 1 ou 2 roller coasters. Donc voilà, c'est pour les nostalgiques comme moi qui n'ont pas de PC ou de consoles qui font, de PC qui font tourner de manière convenable ces jeux. Pourquoi pas tenter l'aventure sur Switch, même si c'est vraiment pas pareil. Donc voilà. Après, les jeux de gestion, je trouve que c'est dur sur Switch, parce que tu pourrais dire que sur l'écran portable de la console, du coup c'est plus facile, parce que tu peux cliquer, etc., etc. Mais l'écran est tellement petit, et il y a tellement d'informations en général dans les menus. Je vois pour Theme Hospital par exemple, Two Point Hospital, pardon. Le lapsus révélateur. Oh, le lapsus Carrément. Oh, le vieux. Il parle de jeux sortis avant 2000, quoi.
J'ai encore le jeu chez moi de Thème Hospital. Vous moquez Bon. pas, hein, je l'ai dans sa boîte et tout. C'est vrai? Merci, Non, bugué, merci, parce que Claude. moi, il buguait tout le temps à partir du niveau 5. Le jeu officiel, hein. Il me renvoyait sur le bureau, je comprenais pas. Enfin, bon, bref. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les jeux de gestion sur Switch, c'est pas évident parce que sur la télé, t'es obligé de jouer avec la manette et du coup, c'est pas forcément super intuitif. Je trouve que des fois, c'est un peu compliqué d'aller dans les menus et tout. Alors que sur l'écran, ce serait génial. L'avantage du mobile, il est là parce que du coup, tu cliques où tu veux dans le menu et ça va plus vite. Mais sur la Switch, je trouve que c'est dur de faire ça sur l'écran. Est-ce que tu as essayé le mode portable de Roller Mais c'est pas Tycoon 3, compatible. C'est pas compatible du tout. J'ai essayé d'accord. d'appuyer sur l'écran et non. Et c'est vraiment un portage. Enfin, voilà, on peut en parler maintenant parce que j'ai pas grand chose à dire, mais c'est vraiment un portage de portage. Donc, avec à la limite à peu près les menus un peu adaptés au mode manette, quoi. Mais c'est vraiment pas ergonomique. Voilà, j'ai trouvé les mots. C'est pas ergonomique. Il y a trop de menus. C'est pas assez épuré. C'est vraiment le jeu qui est dans son jus de l'époque, on va dire, et donc c'est pas compatible tactile. Je sais pas si Jurassic World l'est, mais c'est vrai que ça serait un gros plus si un jeu de gestion est tactile, parce que c'est déjà ça tu cliques où tu veux, tu construis tes chemins et tout ça beaucoup plus facilement, tu sélectionnes tes outils et tout ça. Là non, c'est pas le cas, donc c'est vraiment réservé à ceux qui veulent se taper un petit trip nostalgique et qui n'ont pas la possibilité de le récupérer sur PC ou Mac. Ou sinon, il faudrait que Nintendo permette de brancher des souris. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Tout ce qui permet de rendre l'ergonomie plus fluide ou la maniabilité plus fluide. Mais tu vois, derrière, on se retrouverait après dans le même problème que les joueurs de PS4. Genre, je donne l'exemple d'Overwatch, où effectivement, les FPS, c'est prouvé, tu vises mieux et tu joues mieux avec un clavier et une souris qu'avec une manette. Et du coup, on s'est retrouvé avec des joueurs sur PS4 d'Overwatch qui jouaient avec souris clavier versus d'autres qui jouaient avec une manette. Bon, évidemment, voilà. Donc, et du coup, Sony et Blizzard, ils ont dit, ok, on interdit les claviers souris sur la console. Enfin, pour ce type de jeu, tu vois. Ouais, pour les jeux compétitifs, je voilà. comprends. Je parle d'Overwatch parce que Overwatch est sur Switch maintenant aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, effectivement, pour profiter pleinement de ce type de jeu Jurassic Park Evolution et Roller Coaster, effectivement, oui, ce qui serait bien, c'est que Nintendo fasse un patch pour dire, vous avez le droit de brancher maintenant une souris et un clavier. Alors, on n'est pas si loin de pouvoir enfin connecter des écouteurs Bluetooth sur la Switch. Ouais, Donc, laisse-leur 4-5 ans et peut-être qu'ils t'entendront. Non, mais bon, voilà. Mais après, oui, moi, je comprends le point de vue de Guillaume sur la nostalgie de ces jeux-là. Je comprends. Tout à fait compréhensible. T'as pas repéré d'autres promos, hein, Guillaume, parmi les jeux de gestion en ce moment, ou c'est juste le hasard qui a fait que ces deux jeux de gestion-là étaient proposés en promotion en ce moment? Alors, j'ai pas regardé s'il y en avait d'autres. Enfin, c'est de là que j'ai repéré. Moi, j'en ai un à proposer. Vas-y, dis-nous tout. Oh, la surprise. Super bien. Bah ouais, c'est un jeu de gestion, bon, vachement cosy. Bon, rien à voir avec Jurassic Park ou Roller Coaster, mais c'est un jeu de gestion dont j'entends beaucoup parler, mais en très très bien. C'est Spiritfarer. Je savais pas que c'était un jeu de gestion, ça. Ah si, c'est un jeu de gestion parce qu'on gère une espèce de barque. Voilà, mais c'est considéré un petit peu comme de la gestion, quoi. Et il est en promo, du coup? Il est en promo, ouais. Effectivement, il est en promo à 16,66€ au lieu de 24,99€. Jusqu'au 29 avril. Exactement. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Bon, je vous propose qu'on avance un petit peu. Alors, il y a un petit peu de nouveautés ou de changements sur PN ces temps-ci. Avec peut-être une première nouveauté dont tu vas nous parler, Guillaume, parce que ça concerne Instagram. Effectivement, on a plusieurs personnes de l'équipe qui étaient motivées pour relancer le compte Instagram de PN. Donc c'est P Nintendo. Vous pouvez le trouver en recherchant Puissance Nintendo ou P Nintendo. Et du coup, on est plusieurs de l'équipe. Donc il y a Fred et Ryoga notamment. Enfin, notamment, on est trois, du coup, il y a Fred, Ryoga et moi, pour l'instant. Et le but, c'est de partager la collection de l'équipe de Puissance Nintendo. Donc, il y a Boris aussi qui m'enverra quelques photos de temps en temps.
Et donc le but c'est de faire des jolies photos d'objets de notre collection, soit des goodies ou des jeux, des consoles, etc. De tout ce qui peut toucher des livres, tout ce qui peut avoir un rapport avec l'univers de Nintendo. Et donc on va essayer de poster régulièrement des photos de notre collection un peu bien mises en scène. Voilà, c'était mon mot d'ordre. Et donc du coup, si vous avez envie de suivre ça pour être inspiré ou pour parce que c'est toujours intéressant de baver un peu devant les collections des autres, hein. Du coup, je vous invite à nous suivre. On vous accueillera avec plaisir. Bah écoute, moi je suis déjà cette. Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça un compte? Oui, on appelle ça un compte. Instagram. Seulement entre les canaux, les machins et les trucs et les bidules, je suis complètement dépassé là, ça y est. Ça y est, c'est une révolution pour moi. Et moi aussi, je suis la page et j'aimerais bien y participer si tu veux, Guillaume. Eh bien, Moi nous d'objets en de collection. parlerons. On en parlera, bah super. Voilà. Et puis l'autre changement, alors qui va pas produire ses effets tout de suite, mais qui devrait les produire incessamment sous peu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de mal à répondre à l'offre de tests proposée par les studios indépendants ou même certains éditeurs pour pouvoir en proposer des articles sur PN. Donc on a décidé de renforcer l'équipe en lançant un appel via notre Discord où se trouvent d'éminents membres de notre communauté pour voir si certains d'entre eux avaient envie de participer à l'aventure PN du point de vue testeur de jeux vidéo. C'est le rêve de tout gamin, c'est d'être journaliste de jeux vidéo. Ben voilà, on peut le devenir un petit peu à notre façon avec PN. Donc on a recruté plusieurs personnes qui vont être chapeautées un petit peu par KuroGeek, qui commence à avoir une petite expérience du test sur PN maintenant au niveau des jeux indés. Donc on est en train d'organiser tout ça et les premiers tests devraient arriver dans les prochains jours sur PN. Si de votre côté vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Discord et puis à nous ou à me solliciter avec un petit message pour me dire que vous êtes intéressé. On reçoit énormément de propositions. Alors c'est pas tous les jours un Mario ou un Zelda, loin s'en faut, mais il y a énormément de petits jeux super sympas dans le monde indé et c'est dommage de passer à côté parce qu'on n'a pas le temps de les couvrir. Donc là on va essayer de leur donner leur chance à tous. Donc on va voir comment ça se passe. Guillaume, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, c'était aussi pour dire que il n'y a pas seulement des tests sur PN, donc si jamais vous avez d'autres idées de contenu neuf à venir à potentiellement nous apporter comme idée et que vous seriez que vous avez envie de les développer donc au sein de PN, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour faire des propositions parce que on est ouvert à de nouveaux formats, que ce soit, on cherchera sûrement des newsers bientôt, mais aussi à des formats, pourquoi pas, si vous aimez faire des lives sur Twitch, si vous avez des concepts de vidéos pour YouTube, des concepts d'articles, d'interviews, tout ce qui peut être en rapport avec Nintendo et que vous avez envie de, peut-être pas de vous lancer de votre côté tout seul, mais de faire partie d'une équipe avec plusieurs gens motivés. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour nous en parler et pourquoi pas tenter l'aventure. Merci de ce complément, j'avais complètement oublié cette petite chose dont on avait dit qu'on parlerait et qui n'était pas dans le programme, dans le conducteur, donc voilà. Un grand classique. Merci Guillaume. Bon, écoutez, puisqu'on était là notamment pour parler de Monster Hunter, je vous propose que maintenant on parle de Monster Hunter. Et c'est parti. Écoute Guillaume, je te laisse la parole. Allez. Du coup, on a deux personnes qui ont joué qui ont le jeu. Donc, on a un expert avec Kuro et Michael s'est aussi laissé tenter et nous a dit qu'il avait joué 15 heures. Attention. Duo de 15 heures, Ming. Mais pour info, j'avais quand même joué à Monster Hunter World et j'étais allé au bout, mais encore une fois, grâce à des gens qui m'avaient dû me porter, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai préparé pas mal de questions, donc vous allez pouvoir y répondre. Donc moi, je suis le noob. Tu peux jouer le rôle du loup, bien sûr. Déjà, première question, pour un joueur qui, parce que potentiellement, c'est une licence très connue, mais qui est aussi exigeante, donc tout le monde ne connaît pas la licence. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas la licence, est-ce que, Kuro, tu peux expliquer quel est le principe de Monster Hunter? Donc, petit historique, quel est le principe, l'histoire, c'est quoi le gameplay, voilà, pour personne qui connaît pas, il puisse savoir là en une ou deux phrases de quoi il s'agit. Alors, pour quelqu'un qui connaît pas, Monster Hunter, je lui dirais que c'est une espèce de jeu d'action
en temps réel. Hein, donc on appuie sur les boutons, on donne des coups des coups d'épée en temps réel, donc vraiment comme un beat'em all, contre lequel en fait, on va affronter en fait des monstres gigantesques. Des monstres qui font 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, et des fois 20 fois la taille du personnage que vous incarnez. Donc, petit historique de la saga, c'est une saga qui est sortie en Europe il y a 16 ans sur PlayStation 2 à l'époque, et c'était vraiment un marché de niche, c'est-à-dire que c'était parce que c'était un jeu qui était très dur. Vraiment, les premiers épisodes étaient très durs, l'apprentissage était très long, et là, du coup, bon, je dis 15 heures en rigolant de Ming, mais les premiers Monster Hunter, fallait bien jouer au moins une centaine d'heures, mais je dis bien, vraiment, j'exagère pas du tout, une centaine d'heures avant de pouvoir, ne serait-ce que, prendre du plaisir à jouer. C'était super long. Voilà, c'était super long. Moi, j'ai dû jouer, je pense, là, depuis 16 ans, je dois pas être loin des 3000 heures de jeu, je pense, avec tous mes titres confondus. Mais ouais, effectivement, voilà. Donc ça, c'était une série qui était plutôt orientée vers le Japon. On pensait pas qu'elle allait vraiment se développer en Europe. Et au Japon, par contre, ça a fait fureur parce que les joueurs asiatiques, ils aiment la difficulté, ils aiment les trucs qui sont durs, ils aiment les trucs de farming et tout, etc. Donc c'est un concept qui jamais on aurait pu se dire ça va marcher en Europe. Mais Capcom, ils ont tenu à développer vraiment leur licence au-delà de l'archipel nippon, et ils ont eu raison parce que du coup, au fur et à mesure des années, la licence elle est devenue beaucoup plus accessible pour devenir aujourd'hui Monster Hunter Rise. Et on va en parler en long et en large de savoir pourquoi c'est une super bonne licence aujourd'hui. Mais voilà. Et si je me trompe pas, c'est aussi la licence qui avait vraiment donné un gros coup de fouet à la PSP à l'époque au Japon, parce que l'épisode portable, ça avait les épisodes portables de Monster Hunter sur la PSP ont fait vendre des PSP. C'était le jeu qui faisait vendre la console et pas l'inverse. Et il y avait même, moi je voyais des week-ends, des vacances organisées à Monster Hunter où les gens y partaient à 15, 20, 30, 50, 100 personnes uniquement pour chasser du monstre en local, parce que au début c'était que ça, quoi, la PSP, en local, pendant 5, 6, 4 jours de minuit à je sais pas quelle heure. Et c'était vraiment des gros séminaires, quoi. Donc il y a vraiment une culture du Monster Hunter au Japon qu'on n'a pas ici en Europe. Il y avait eu une sorte de copie, la licence avait été un peu copiée, c'était Soul Sacrifice sur PS Vita si je me rappelle bien, mais qui a pas du tout percé que ça. Mais effectivement, ouais, maintenant que t'en parles, effectivement, il y a eu plusieurs clones de Monster Hunter qui se sont essayés. Pour le rendre plus accessible justement. Et non, Soul Sacrifice justement, c'était une très très bonne copie de Monster Hunter, mais le problème c'est que la PS Vita, elle a pas marché tant que ça, donc du coup la licence n'a pas percé à cause de ça. Après il y a eu d'autres géants comme Square Enix qui se sont essayés avec Soul of Arcadia. Alors autant vous dire que c'était complètement nul. Et il y a d'autres concurrents actuellement qui sont toujours sur le marché comme God Eater de chez Namco, je crois. C'est Namco, je crois. Ouais, God Eater, ils sont chez Namco. Et c'est bien, l'univers est bien, mais c'est trop facile. Donc du coup, voilà. Et puis après, vous avez Toukiden chez chez Toei. Chez Koei, voilà, justement, chez Koei, vous avez Toukiden. Toukiden, pareil, qui est très très bien aussi, qui est beaucoup plus axé sur l'univers Japon et mythologie japonaise, mais pareil, trop facile par rapport à un Monster Hunter. Donc voilà, donc Monster Hunter, c'est vraiment la licence aujourd'hui qui regroupe en même temps, qui attire justement les nouveaux joueurs et qui se veut accessible, mais en même temps à haut level, jouer à très très haut level à Monster Hunter, on garde quand même cette difficulté qui plaît aux vétérans. Justement, pardon, excuse-moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu trouves pas qu'il est devenu trop facile aujourd'hui ? Rise, c'est ce qui se dit souvent, c'est que le jeu, donc pour devenir plus accessible, il devient bien plus facile également. Alors, je vais en parler plus tard dans les points faibles et les points forts du jeu, mais oui, on en parlera plus en détail après, ouais, effectivement. Moi, je voulais en revenir, tu as parlé du principe du gameplay de base. C'est un jeu d'action, on tape sur des monstres. Est-ce que tu peux un peu préciser de façon plus détaillée une partie type de Monster Hunter pour qu'on sache les tenants, les aboutissants, les menus, la préparation, les armes, enfin voilà, pour qu'on sache un peu mieux concrètement qu'est-ce qu'un joueur doit faire. C'est pas juste je prends une épée et je vais chasser, quoi. Je pense que c'est plus complexe que ça en amont notamment.
Ouais, effectivement. Donc, en fait, Monster Hunter, Monster Hunter, vous n'allez pas forcément vous aurez généralement un village. Ce sera votre base. Vous n'en aurez pas forcément 50 000. Il y a eu des exceptions, mais qui sont sortis sur 3DS. Mais là, pour l'exemple là, de Monster Hunter Rise, c'est le village. Vous êtes dans votre village. Généralement, c'est ça, c'est votre village, votre base, avec votre stock, votre forgeron qui forge votre équipement. Et en gros, en fait, c'est à partir de là que vous choisissez vos missions. Donc là, c'est la partie vraiment où vous baladez, vous jouez pas, vous chassez pas, vous combattez pas en fait. Vous choisissez vos missions. Et puis ensuite, en partant dans vos missions, vous arrivez en fait dans une espèce d'arène ouverte. Alors avec Monster Hunter Rise, c'est vraiment un open world, c'est vraiment des mini open world. Chaque map est un mini open world et sans temps de chargement en plus, donc c'est plutôt vachement appréciable quoi. Et en gros, sur cette map, eh ben, vous avez votre cible que vous devez tuer ou capturer. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et une fois que vous avez vaincu cette cible, eh ben, vous retournez à votre village en ayant récupéré des parties, du loot, voilà, donc des drops qui vous permettront de fabriquer du meilleur équipement et bien sûr de l'argent, hein, parce que bon, du coup, c'est bien d'avoir du matériel, mais il faut aussi de l'argent pour payer les artisans. Donc le principe c'est ça, c'est vous choisissez votre mission, vous y allez, vous tuez votre cible, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez, vous revenez. Alors dit comme ça peut paraître très très répétitif, mais le plaisir est dans les combats. Comment ils sont orchestrés, c'est très spectaculaire en fait. Et surtout en plus après voilà, c'est des jeux aussi de collectionneurs parce que du coup vous avez une collection innombrable de pièces d'armure, d'équipements et plein de choses à faire quoi. Donc c'est sans fin Monster Hunter, vraiment. Mais pourtant le plaisir y est à chaque fois que vous jouez. Et puis quand on commence à jouer en multijoueur, alors là après on s'éclate vraiment encore plus. Et du coup, là, bon, on a une bonne vision pour un joueur qui s'y connaît pas. Donc, et pour les joueurs du coup qui s'y connaissent, et aussi pour ceux qui s'y connaissent pas, ce Monster Hunter Rise, il apporte quelle nouveauté? Et on sait qu'il y a du coup un peu un schisme qui s'est produit avec l'épisode qui est sorti sur PS4 et Xbox One, Monster Hunter World. Donc, est-ce que cet épisode, il est plus proche des épisodes qui étaient sortis précédemment sur les consoles Nintendo, donc le 3, le 4, le X, ou plutôt qu'il se rapproche de cet épisode World, voilà, donc les nouveautés, et puis vers quelle branche il se situe? Alors clairement, Monster Hunter Rise, c'est le fils de Monster Hunter World. Il est cloné vraiment quasiment à 100% de Monster Hunter World. Monster Hunter World, pour y avoir joué pendant des centaines d'heures, ouais, moi Rise, je me suis pas du tout senti perdu quoi. Je me suis immédiatement retrouvé avec mes habitudes que j'avais sur World, les touches et tout, etc. C'est même interface, même menu, même configuration des touches que par rapport aux épisodes sur 3DS où c'était un petit peu différent. Il y a vraiment, voilà, comme tu dis, effectivement, World a vraiment créé la frontière avec les épisodes précédents. Et Rise suit ce mouvement complètement. À 100%, à 200% même, il suit le mouvement. Et il a apporté bien sûr quelques nouveautés par rapport à Rise. Non, à World, je veux dire. Rise a apporté quelques nouveautés par rapport à World. Et je pense que voilà, parler uniquement du schisme entre la génération World et Rise et de l'ancienne génération, je pense qu'il faudrait tout un article pour l'expliquer. Mais on n'est pas là pour ça. Mais en grande nouveauté là de Monster Hunter Rise par rapport à Monster Hunter World qui sont non négligeables, c'est le philoptère et le Chomsky, le petit familier canin là du jeu. Alors pour commencer, le philoptère, il permet plusieurs choses, hein. Donc il permet d'exploiter un maximum les attaques aériennes, parce qu'avant c'était uniquement avec l'arme Insectoglaive qu'on pouvait vraiment effectuer des très très bonnes attaques aériennes. Là maintenant, vous prenez n'importe quelles armes, vous êtes en mesure de faire de super bonnes attaques aériennes avec le philoptère, qui est un petit objet qui vous permet non seulement d'attaquer, et en même temps de vous déplacer dans les airs, et qui a vraiment justement permis cette exploration open world
qu'on n'a pas dans Monster Hunter World. Dans Monster Hunter World, même si les décors sont magnifiques et qu'il y a plein de niveaux, qu'il y a plein de dénivelés et que ça dynamise un petit peu l'environnement, c'est pas du tout open world. Vous êtes bloqué, vous pouvez pas aller sur certains endroits et tout, etc. Dans Rise, pas du tout. Dans Rise, à part les frontières de la map, à part les frontières de la carte, n'importe quel élément sur la carte, vous pouvez l'escalader avec le philoptère. Et c'est ça qui est super parce que vous vous retrouvez avec des super panoramiques, plein de trucs, des panoramas, excusez-moi, et plein de trucs en fait, plein d'objets cachés, des petites quêtes secrètes à trouver à droite, à gauche sur les maps à force de les explorer, de les faire et tout. Donc vraiment Rise avec le philoptère, ça apporte un côté exploration qu'il n'y avait pas sur les autres, qu'il n'y avait pas avant. World et même avant sur la génération quoi. Et le Chomsky, le petit nouveau partenaire là que vous aurez qui ressemble à un chien loup, lui vraiment c'est de l'accessibilité à l'état pur. Vous montez dessus, vous vous déplacez plus rapidement. Avant c'était chiant de se déplacer. Ouais, c'était chiant, le perso il court pas forcément super vite, vous épuisez votre endurance. Vous arrivez devant le monstre, vous êtes fatigué. Enfin bref, là le Chomsky vraiment, c'est l'accessibilité à l'état pur pour les nouveaux qui ont envie justement de progresser et parce qu'il permet justement de se déplacer plus vite et il permet aussi d'effectuer des actions tout en restant en mouvement. Alors qu'avant, par exemple quand on voulait boire une potion ou aiguiser son arme, on était obligé de s'immobiliser. Là vous montez sur votre chien, vous buvez votre potion, vous aiguisez votre arme. Vous êtes en mouvement, il n'y a quasiment aucune chance que le monstre vous touche quoi. Et vraiment ça change beaucoup de choses au gameplay parce que du coup il y a plein de choses où on se dit avant je développais tel type de gameplay pour pouvoir éviter d'être faible par rapport à ces moments de jeu où ça s'arrête et puis maintenant avec le Chomsky voilà, je peux concentrer mon jeu sur d'autres choses, développer des nouvelles manières de jouer. Donc même je pense que les vétérans comme moi ils trouvent leur compte. Parce que du coup on voit des nouvelles approches et on voit des nouvelles façons de jouer et les nouveaux ils ont vraiment de la chance parce que eux ils vont développer leur jeu avec ça et c'est plutôt une bonne chose. Et Mickaël, du coup toi tu trouves qu'avec ces deux ajouts c'est plus accessible d'après toi? Du coup moi j'avais joué donc vraiment à World, j'avais fini l'aventure principale mais toujours avec beaucoup d'aide. Et j'avais un peu oublié parce que le World il a quelques années maintenant. J'ai pas fait l'extension. 2015 ouais, il date un peu. Et en fait là quand j'avais lu quelques tests qui disaient que le jeu était plus accessible, mais certes c'est plus accessible, mais franchement moi j'ai quand même été abasourdi avec tous ces menus. Là maintenant il y a beaucoup de tutoriels à lire. Et c'est pas forcément hyper clair. Et en fait, j'avais oublié aussi la lourdeur du personnage parce que j'avais pris une arme que je maîtrisais pas du tout. Je suis vite retourné donc à l'insectoglaive et j'ai retrouvé assez vite mes marques là-dessus. Mais en fait, du coup, j'utilise très peu aujourd'hui le philoptère parce que je pense que d'une part, c'est sûrement un très bon ajout, mais par rapport en fait à l'insectoglaive, c'est peut-être l'arme qui en bénéficie. Ça fait moins de nouveautés vu que, comme disait Kurogeek, c'était ça fait les attaques aériennes, mais l'insectoglaive, ça fait partie des armes. C'était l'arme aérienne par excellence. Donc, ouais, le jeu paraît plus accessible parce que moi, sur les missions que j'ai pu faire, j'ai l'impression que même en solo, là, pour le coup, où je me débrouillais tout seul, j'ai trouvé que les premiers monstres, en tout cas, étaient très faciles, mais j'avais oublié la lourdeur de tous les menus, de tous ces objets qu'on peut avoir, tout ce qu'on récupère. Enfin, il y a vraiment le jeu est massif quoi. Entre et tout ce que tu peux récupérer, même pas forcément les ajouts, je sais plus si c'était des trucs qu'il y avait avant, mais parce que tu as du craft, tu récupères des objets pour fabriquer d'autres objets, et ensuite tu as du loot en tuant les monstres pour pouvoir fabriquer tes armures, mais par exemple faire des bombes aveuglantes, tu vas créer tes pièges pour pour piéger les monstres, et ensuite tu dois faire des bombes tranquillisantes. Enfin, il y a énormément de choses et le jeu donc comme on dit, plus accessible, mais je trouve qu'il y a encore un peu de boulot à faire pour les... c'est un long apprentissage. Hein. Monster Hunter, mine de rien, même si le jeu est plus accessible, Ming a raison là-dessus, même si le jeu est beaucoup plus accessible qu'avant, mine de rien, ça reste quand même un gros jeu, avec plein de choses, et plein de choses à apprendre. Mais c'est ça qui est bien, c'est que... Mais bon, après moi ça c'est mon point de vue
Mais c'est ça que je trouve super avec ce genre de licence, c'est que malgré toute l'accessibilité qu'ils ont mis en avant, et je trouve moi aussi que le jeu est devenu beaucoup plus accessible, le ratio de dommages causés par les monstres est moindre. Avant, on prenait 2 coups, c'était fini. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous en prenez 1, 2, 5, 6, bon, ça va. Vous prenez une potion, elle remonte quasiment toute votre vie. Et avec on a vos plein de compagnons, potions en plus. ouais, on a plein de potions et on manque vraiment pas d'objets. Ce que je voulais dire aussi en termes d'accessibilité, et ça fait partie vraiment des points, enfin ça fait vraiment partie de la liste longue comme mon bras de choses qui ont changé dans World. Avant, il fallait chercher des fois le monstre pendant 10, 15, 30 minutes pour le trouver parce qu'il se déplaçait de zone en zone et il n'y avait aucun marqueur pour le voir. Aujourd'hui, dans Rise, vous arrivez, les cibles, elles figurent déjà sur la carte, vous n'avez même pas besoin de les chercher. Et du coup, ça rejoint une question. Là, vu que vous en parlez, ça rejoint une question que j'avais posée. Donc, on va peut-être en parler avant les points forts et points faibles, vu qu'on est dans l'accessibilité. Et c'est vraiment à mon avis, le point central de Monster Hunter, c'est un peu le point de crispation, l'accessibilité. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se sentir rebutés par les différents aspects du jeu, le fait qu'il soit pas intuitif. Donc, c'est un peu tout ce qui circule autour de Monster Hunter, tous les aspects. Ouais. Donc, il est pas intuitif, qu'il y a un aspect farming ultra important, qu'on comprend pas le gameplay facilement, qu'il y a énormément de menus avec énormément d'objets. Moi, c'est ça qui me rebute, et notamment à chaque fois, j'en ai parlé dans les précédentes PNK, je me dis, bon allez, c'est le bon, c'est celui-là, je vais tenter l'aventure. Et là, j'avais téléchargé la démo, j'y ai un peu joué, et je me suis dit, ouais, de nouveau, même si j'ai senti qu'il y avait une certaine ouverture et tout, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, l'espèce de philoptère. J'ai trouvé ça compliqué, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça compliqué à utiliser, j'ai pas trouvé ça intuitif, et donc je me suis dit même les nouveaux systèmes de gameplay qu'ils mettent en place, bon à part effectivement le fait qu'on se balade sur le chien, c'est accessible, je me suis dit ça reste quand même compliqué à masteriser et à bien comprendre. Donc est-ce que c'est toujours le cas? Donc ça a l'air d'être toujours le cas, et est-ce que pour ceux qui ont peur, est-ce que c'est le jeu par lequel commencer du coup? Eh ben, alors, je pense, oui, que Monster Hunter Rise, pour ceux qui n'ont jamais fait un Monster Hunter, je pense que Rise est le meilleur Monster Hunter pour débuter. Au vu de ma longue expérience, je pense que si j'avais commencé par celui-ci il y a 16 ans, j'aurais pas fait les autres. J'aurais commencé les autres, j'aurais dit laisse tomber, c'est trop dur, etc., etc. Parce que vraiment, et je dis ça parce que avant, les premiers Monster Hunter se jouaient avec les joysticks. On n'appuyait pas sur les boutons pour donner des coups. Il fallait jouer avec les joysticks en haut, à droite, à gauche pour donner les coups d'épée. C'était horrible. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis après, quand ils ont changé, je dis tant mieux, le gameplay a changé. Donc par le passé, ouais, j'aurais dit oui. J'aurais clairement déconseillé le jeu aux personnes qui ont une approche. J'ai envie de jouer pour le plaisir, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce que je comprends parfaitement. Tout le monde ne joue pas au nom du défi, du challenge, de la difficulté. Et c'est justement, voilà, et c'est pour ça que je remercie Boris, puisque Boris, voilà, il a pas arrêté de me le dire pendant le live. Mais ces joueurs en fait qui aiment pas forcément la difficulté, qui jouent pour pas se prendre la tête, c'est ce marché de joueurs en fait, cette population de joueurs qui a été conquis par des licences comme Animal Crossing. Donc où est la comparaison? Le gameplay aujourd'hui, moi je trouve que le gameplay sur Monster Hunter Rise a été énormément simplifié. Alors effectivement oui, il y a plein de manipulations à apprendre. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Il y a plein de manipulations à apprendre avant de tout comprendre. Il y a un système de visée pour toujours avoir le monstre en ligne de mire. On a supprimé le côté pourchasse et track de la licence. Il a complètement disparu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, limite, moi, un vétéran, j'appelle même plus ça Monster Hunter, j'appelle ça Monster Killer. J'arrive, je viens, je vois le monstre, j'y vais, je le shoot, c'est fini. L'émission, elle dure pas plus de 5 minutes. Non, mais c'est vrai. Ouais, Avant, sur les anciens Monster Hunter, vous arrivez, c'était pas de l'open world. Toutes les zones de la map, là, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'elles sont numérotées, elles étaient séparées par des mini écrans de chargement. Donc à chaque fois que vous passiez de la zone 1 à la zone 2, ça chargeait. De la zone 2 à la zone 4, ça chargeait. De la zone 4 à la zone 3, ça chargeait. Il y avait tous ces temps morts là qui étaient pas super, je trouve, en termes d'accessibilité. Il fallait avoir envie d'y jouer pour avoir tous ces temps de chargement. Et en plus, les monstres, ils n'étaient pas visibles sur la carte. Il fallait les chercher à travers toutes ces zones qui chargeaient.
Et quand vous le trouviez, des fois, vous pouviez même pas l'approcher parce qu'il s'envolait, il se barrait, il fallait les chercher, il fallait lui courir après dans une autre map. Voilà, donc en plus des patterns de mouvements à apprendre, fallait de mouvements d'attaque à apprendre des monstres, il fallait aussi apprendre les patterns de déplacement des monstres. Savoir dans quelle zone il apparaissait, savoir dans quelle zone il avait l'habitude de se déplacer, et bien sûr, pas oublier de prendre des munitions avec vous, des munitions paintball, des marqueurs, pour pouvoir le marquer et pour pouvoir le suivre à la carte. Ouais, je me rappelle de ça. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui ont disparu complètement avec Monster Hunter Rise. Et même quelqu'un comme Boris qui me dit oh c'est trop compliqué, j'aime pas, il m'a dit je regrette parce que du coup aujourd'hui on fait même plus de chasse aux monstres. On arrive, le monstre on le trouve directement et puis on a qu'à le taper. Et dans Monster Hunter World ils avaient mis un petit côté, vous savez, étude de l'écologie. Il y avait ses empreintes, ses restes de nourriture, ses écailles et tout, etc. Et ça j'avais trouvé ça plutôt sympa. Dans Rise, ça a été complètement supprimé, ce que je trouve dommage d'ailleurs. Ça fait partie des choses que je regrette dans Monster Hunter Rise qui ont disparu. Bah justement, du coup, tu les évoques, on va peut-être passer aux points forts et points faibles. Ouais. Là, tu as commencé à en parler. Est-ce qu'il y en a d'autres, notamment techniquement et graphiquement? Eh ben, alors, techniquement et graphiquement. Alors, graphiquement, je le dis dans le test et je le répète encore, oui, la Switch, elle sera jamais aussi puissante qu'une PS4, qu'une Xbox One ou qu'un PC. Donc graphiquement, ouais, c'est pas aussi beau que Monster Hunter World. Il y a moins de détails, il y a moins d'éléments à l'écran. C'est sûr que une map comme la forêt tropicale de Monster Hunter World, ça n'a rien à voir avec la map du vieux temple de Monster Hunter Rise. En termes de beauté, on en est loin. Mais Monster Hunter Rise, malgré tout, pour un jeu sorti sur Switch dont la puissance est vraiment moindre par rapport au PC puissant PS4 ou Xbox One, on peut pas dire que le jeu soit moche. Le jeu est vraiment très très beau, très bien exploité, sans temps de chargement. Les temps de chargement sont vraiment minimes et surtout les animations des monstres, des personnes et des PNJ et du personnage sont vraiment top. On voit qu'ils ont vraiment travaillé par rapport à Monster Hunter World sur le côté réaliste en fait du monstre en fait. Et je trouve que c'est vraiment très très fort à ce niveau-là quoi. Donc je le trouve vraiment très stable et il y a vraiment aucun ralentissement en plus. C'est ça. Et surtout même au niveau technique, même tout ce qui va être aliasing et tout, il y en a presque pas. C'est vraiment impressionnant. Moi je joue en portable, mais honnêtement pour moi ça reste, je pense, peut-être la claque technique de la Switch. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de jeux qui peuvent tenir la comparaison aujourd'hui par rapport à lui, quoi. C'est incroyable. Ah, le jeu, il est extrêmement super bien exploité pour la Switch, quoi. Pourtant j'ai joué à des jeux qui étaient vraiment qui étaient vraiment moches, sur lesquels il y avait des ralentissements et tout. Et j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Le jeu est dégueulasse et en plus il y a des ralentissements, quoi. Ouais. Donc ouais, graphiquement et techniquement, oui, Monster Hunter Rise il tient à 100 fois la route, quoi. Le comparer avec d'autres jeux sur des consoles plus puissantes, je trouve que ça n'a pas de sens parce que de toute façon les autres consoles, elles sont forcément plus puissantes, donc les jeux sont forcément plus beaux graphiquement. Mais là-dessus, techniquement, graphiquement, pour une Switch, il est magnifique. Et puis techniquement, pas de ralentissement, pas d'aliasing, c'est super maniable. J'ai pas grand chose à lui reprocher, moi, vraiment. Enfin, j'ai rien à lui reprocher techniquement, quoi, au jeu. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais relever côté après, oui, sur les autres points forts et les autres points faibles du jeu, c'est une question super dure parce qu'il y a plein de points forts qui seront des points faibles selon les différents points de vue de la communauté. Entre gamers vétérans, gamers débutants et tout, etc. Et dans les points forts qui mettront tout le monde d'accord, c'est la variété des armes qui permet de jouer de 14 façons différentes parce qu'il y a 14 armes. Donc Ming tout à l'heure il parlait de l'insectoglaive et ça fait partie justement des choses que je vais dire après sur les conseils sur les conseils pour les débutants, c'est de bien choisir son arme. Bien choisir son arme. Toi tu joues avec quoi toi? Moi je joue quasiment avec tout. Ok. Avec 3000 heures de jeu, t'inquiète, j'ai eu le temps de tout tester.
Donc voilà. Et donc je peux pas vraiment conseiller d'armes à quelqu'un. Je vais juste lui dire essaye et puis si t'es à l'aise avec, vas-y banco. Surtout qu'en plus là, ils ont rajouté en fait ce qu'ils appellent des talents secondaires qui permettent aussi de varier les combos des armes. Par exemple, moi j'aime bien jouer avec la Volto H. Avec la Morpho H, en modifiant un petit peu les talents secondaires, on a quelques combos en fait qui changent. Mais en fait, les combos qui changent, ce sont justement les combos qui se font avec le philoptère. C'est pour ça que du coup, c'est vrai que voilà, si on n'apprend pas à se servir du philoptère, on voit pas en fait les variations du gameplay combo qu'on peut avoir avec les 14 armes. Et sachant qu'on peut équiper 3 talents secondaires et que par talent secondaire, par arme, il y a au moins 3-4 talents secondaires différents. Ça fait des multitudes en fait de combinaisons de combos possibles. On peut très bien avoir un mec qui joue à la double lame. On peut très bien avoir 4 gars qui jouent à la double lame dans une partie multijoueur. Mais les 4 mecs vont pas forcément jouer de la même façon parce qu'ils n'ont pas équipé les mêmes talents secondaires. Et je trouve ça vraiment super. Ça rejoint un petit peu cette idée qui était pas mal de Monster Hunter Génération X, mais qui au final, je trouve, a été mal exploité. Alors que là, vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux exploité, beaucoup mieux équilibré. Pas changer totalement en fait la façon de jouer les mouvements d'une arme, mais lui mettre quelques variantes pour justement permettre d'exploiter un petit peu plus son potentiel. Je trouve que l'action en point fort, elle est devenue beaucoup plus souple et elle permet de réellement s'amuser et de se sentir puissant face aux grosses bestioles. Avant, bon, je parle avant World, parce que là, du coup, c'est vraiment des choses qui ont qui sont apparues dans World, mais avant, on avait l'impression de causer aucun dommage aux monstres. Là, je trouve que les animations de combat avec les monstres ont rendu le truc beaucoup plus fun. Le monstre, on le fait tomber, on le fait tomber beaucoup plus souvent. On le voit, il est fatigué, il bave et tout, etc. Et je trouve ça super par rapport au jeu d'avant. Et là, on a vraiment l'impression en fait d'être puissant, d'avoir fait du dommage, d'avoir causé des dégâts. Parce que du coup, effectivement, c'est un stress de pas avoir la barre du monstre, la barre de vie du monstre. Mais là, le fait de voir que le monstre est fatigué, on lui fait mal quand même. Et on est content, on se dit putain, ouais, on arrive vers la fin, allez, on continue. Et puis ça motive quoi. Ouais, mais même maintenant, j'ai vu là, ils te disent quand tu peux poser un piège, ils te préviennent, ah là, le monstre est fatigué, c'est le moment de faire une capture. Alors qu'avant ça, il me semble pas que ça y était quoi. Exactement. Avant ça y est pas, et tu fais très bien de le souligner. Aujourd'hui, le palico, le petit féline, le compagnon de chat, effectivement, c'est un très très bon aide de camp. Il te dit quand est-ce que c'est le moment de le capturer. Et capturer un monstre, c'est super bien parce que à la fin, quand tu l'as capturé, tu récupères encore plus de stuff, encore plus de loot. Et tu peux, et t'as plus de chances de créer des. Et en plus, il augmente tes chances de recevoir des objets rares. Donc capturer, vous avez tout intérêt à capturer vos monstres. Et vous avez de la chance que le petit féline il vous dise que maintenant c'est le moment pour le capturer. Moi, je me souviens avoir loupé des centaines de missions de capture parce que j'avais tué la bestiole alors qu'il fallait la capturer. Ouais. Donc aujourd'hui, je trouve que cette frustration-là, elle a complètement disparu, quoi. Pour moi, c'est ça les points forts aujourd'hui. Et après, maintenant, après en point faible, je suis peut-être pas objectif, mais j'en vois pas. Il y en a plein qui diront, je pense, voilà, pour avoir un peu vu les autres avis à droite à gauche, il y en a plein qui diront que le mode Tower Defense est un peu brouillon et inabouti. Le mode calamité, quoi, où on installe ses machines et tout. Il y en a plein qui diront c'est n'importe quoi, c'est le foutoir, on comprend rien, on sait pas ce qui se passe et tout, etc. Bon, moi je suis un ancien et il y avait déjà des prémices de missions comme ça dans les anciens trucs. Donc je connais un petit peu les installations, mais là c'est vraiment devenu de manière industrielle. On en place partout. Voilà. Il y en a plein qui diront que c'est un peu brouillon. Je suis pas en désaccord avec eux. Je pense que je suis assez d'accord avec eux, mais c'est leur premier essai. Et moi, je suis juste curieux et je félicite aussi le risque qu'ils ont pris parce que c'est très facile, je trouve, de toujours faire la même chose. Alors que là, je trouve que quand même Capcom ils prennent un risque et c'est pas un petit risque parce que du coup, ça change quand même pas mal de choses et ça apporte aussi beaucoup de renouveau à la licence. Mais c'est aussi et je trouve qu'il faut plutôt le féliciter. Donc, de mon point de vue, voilà,
je peux pas trop reprocher à la licence d'avoir pris un risque à ce niveau-là et de proposer un divertissement nouveau sans forcément s'éloigner du concept de base en fait. Et pour du coup en revenir au... là, on va peut-être faire quelques questions, notamment pour les nouveaux joueurs, et de savoir quelle est un peu la fibre de Monster Hunter dans le cœur des gens qui sont fans. Première question, c'est voilà, il y a beaucoup de gens, du coup, c'est la grosse sortie du moment sur Switch. Donc avec Pokémon Snap qui va arriver, mais c'est la grosse sortie. À qui s'adresse pas le jeu pour qu'il y ait certains qui fassent pas l'erreur de se dire je tente l'aventure, mais à qui selon toi ça s'adresse pas et que ça sert à rien de tenter parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionnera pas. Alors après, si on doit parler de tranche d'âge, à partir les ados, ouais, les ados. Moi, je dirais que Monster Hunter, c'est bien à partir de, en termes d'âge pour les adolescents. À partir de ce moment-là, c'est bien de commencer à jouer à Monster Hunter. Avant, c'est pas la peine. Les gamins, ils vont se désintéresser parce que ça va être trop dur pour eux. Ils vont pas forcément comprendre toutes les commandes et tout, etc. Il y a un minimum de réflexion à avoir. Et ouais, je pense que voilà, des ados, c'est pas mal. Et ensuite, après, en termes de typologie de joueurs, je dis bien typologie de joueurs. Les gens qui aiment l'action, clairement, si vous aimez pas l'action, vous avez rien à faire sur Monster Hunter, clairement. Donc ouais, moi, je pense pas avoir de type de joueur. Je pense que tout le monde peut s'y essayer, mais il faut aimer l'action, quoi. Mais comme tu disais tout à l'heure, les gens qui veulent du fun immédiat, là, ça va être compliqué, quoi. Les gens qui veulent du fun immédiat, ce sera compliqué. Alors même si Rise aujourd'hui permet du fun plus rapidement, hein, la vie de Bobo m'aide beaucoup la vie de Boris m'aide énormément parce que lui, pour lui, c'était pas trop son truc, quoi. Mais là, il y prend beaucoup de plaisir. Durant le live, il a dit plein de fois qu'il y prenait plaisir et qu'il y jouait un petit peu comme comme Animal Crossing, parce qu'il faisait une mission, deux missions et il s'arrêtait. Et il m'a dit c'est un peu comme Animal Crossing, j'y vais, je m'occupe de mon île pendant 30 minutes, 40 minutes et j'arrête. Et là, c'est exactement ça. Monster Hunter, il joue, il fait une mission de 20 minutes, une autre de 10 minutes, et puis il s'arrête. Et ça lui va. Du coup, ça rejoint peut-être ma question suivante. Quel est le plaisir, la satisfaction qu'on retire dans le gameplay de Monster Hunter? Là, on voit que Boris, son plaisir, c'est voilà, de faire quelques missions de temps en temps. Pour un vrai fan, enfin pour un fan de la première heure, c'est quoi en fait ce plaisir? Qu'est-ce qu'on en retient Pour ma part, et encore c'est subjectif, je pense qu'il y a pas mal de chasseurs qui seront d'accord avec moi là-dessus, mais la sensation de puissance malgré notre petite taille face à un énorme monstre. Moi je suis fan d'Heroic Fantasy depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'affronter des dragons gigantesques en mode ah ce serait trop bien et tout. Et puis là, Monster Hunter, ils te disent bah ouais, on a une licence qui débarque il y a 16 ans et qui te disent ouais, le concept là, c'est de simuler une chasse de dragon. Vas-y, tu vas chasser le dragon, tu fais comment? Ok, ça marche. Et puis c'est comme ça que j'ai pris goût. Et puis petit à petit, c'est vraiment le côté épique et héroïque en fait de la licence. Surtout en plus depuis qu'ils ont permis maintenant de grimper sur les monstres, voilà, parce qu'aujourd'hui voilà, il y a la chevauchée des wyverns qui remplace le rodéo des monstres. Mais c'est surtout ça en fait qui était sympa, c'est le fait de se dire ah putain regardez je suis sur son dos et tout, ah putain je le charcute et tout sur son dos, et puis je lui coupe la queue, je lui ai pété les cornes, super génial, la victoire après c'est vraiment la victoire après un combat acharné, quoi. Ouais. Et je trouve que moi la satisfaction elle est là, et surtout après quand il a droppé un objet super rare qui va permettre justement de compléter le set de son armure et de se dire ah putain mon armure elle est belle, regarde j'ai une collection complète d'armures. Et puis surtout voilà, il y a un truc qui avait été déjà apparu dans Monster Hunter je pense, qui n'existait pas à l'époque il y a 16 ans, c'était tout ce qui était trophées et récompenses. Il y a 16 ans il n'y avait pas tous ces trucs là sur PlayStation 2, et du coup avec Monster Hunter, on avait, vous savez, des récompenses, des surnoms qui étaient donnés en fonction du nombre de monstres que vous avez chassés et tout, etc. Donc des fois qu'on rencontrait des joueurs, qu'on voyait que le joueur il s'appelait, je sais pas moi, Azur Acharné, on savait que c'était un chasseur de Ratalos Azur et qu'il en avait tué peut-être une centaine. Parce que pour avoir le titre de Azur, il faut avoir chassé 100 Ratalos. C'était que des trucs comme ça, quoi. Ou alors, des fois, on obtenait le titre de légendaire de la lance parce qu'on avait récupéré 20, 30, 40 lances de rareté niveau maximal.
Et c'était que des titres comme ça qu'on obtenait et on pouvait entre guillemets se la péter en ligne en mode ah bah t'as vu regarde moi j'ai chassé 300 Ratalos, je suis le roi du ciel, des trucs comme ça quoi. Et je trouve que le plaisir il était là. Pour moi il est toujours là. Après maintenant pour les nouveaux joueurs comme Boris, le plaisir je pense qu'il y est dans c'est pas forcément super dur par rapport à avant. Il fait une mission, il fait 2 missions. S'il arrête de jouer, c'est pas grave. Il va rien se passer s'il arrête de jouer en fait. Il va pas y avoir de problème, il pourra très bien recommencer demain. Son village n'aura pas été attaqué, il va rien se passer. Il va juste reprendre sa mission, faire 1 ou 2 missions, avancer à son rythme, sans pour autant avoir la pression. Et puis s'il joue avec des copains, ses copains pourront lui débloquer des missions qui sont trop dures. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant le PN Live. Et du coup, pour un peu ouvrir, tu parles des nouveaux joueurs, pour terminer la présentation vis-à-vis de Monster Hunter Rise, quels seraient les 5 conseils ou les conseils que tu donnerais à un nouveau joueur là, qui écoute le PNcast, qui veut s'acheter Monster Hunter Rise ou qui l'a acheté mais qui n'est pas encore allé très loin? Quels sont les conseils que tu lui donnerais pour qu'il démarre l'aventure de bon pied, qu'il fasse pas les qu'il fasse les bons choix au début, voilà. Les bons choix au début, premièrement, c'est apprendre à monter sur son chien et à utiliser le philoptère. Et en abuser sans aucune modération. Mais vraiment, philoptère et chien, c'est sans modération qu'il faut l'utiliser. Je pense que ça c'est le premier conseil que je donnerais pour Monster Hunter Rise. Ensuite, deuxième conseil, apprendre à viser avec R3, ZL ou L en fonction de sa configuration de manette. Parce qu'on peut choisir d'inverser les gâchettes ou pas. Mais apprendre à viser. En haut à droite, vous avez à chaque fois que vous arrivez dans une mission, vous avez les petits carrés là, des petits carrés en haut à droite qui vous indiquent en fait les monstres que vous êtes en train de cibler grâce à R3. Et ensuite, une fois que vous avez appuyé sur R3 pour cibler le monstre, quand vous appuyez sur ZL ou L en fonction de ce que vous avez configuré en termes de gâchette, à chaque fois ça vous recentre sur le monstre. Et vous aurez jamais aucun problème de caméra. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein qui se plaignent de la caméra, c'est parce qu'ils connaissent pas cette astuce de viser. Et pourtant, elle est expliquée dans les tutoriels. Mais bon, ça c'est voilà. Donc vraiment apprendre à viser pour pouvoir recentrer les monstres. Troisièmement, ce que je disais tout à l'heure à Ming, trouver l'arme avec laquelle vous êtes à l'aise. Mais c'est super important. Il y a 14 armes, vous aurez tout le temps de les tester, mais pour commencer, prenez une avec laquelle vous êtes à l'aise. Vous aurez tout le loisir de les tester. Moi, j'ai même pas honte de le dire. Tout le monde me disait au début, de toute façon, la petite épée, le bouclier, c'est une arme pour les débutants. Eh ben ouais. Il y a 16 ans, j'étais un débutant. Donc j'ai joué avec la lame et le bouclier. Parce que c'est une arme qui permet d'être très mobile et en même temps de se protéger avec son bouclier. Et ils l'ont beaucoup amélioré au fur et à mesure des années. Donc clairement, moi je conseille vraiment aux joueurs de toutes les essayer. Prenez le temps de les essayer. Vous avez une zone d'entraînement en plus dans le village. Et de vous dire, avec celle-ci je suis à l'aise. J'y vais, j'ai pas peur, j'y vais. Et puis faites vraiment plusieurs missions avec, améliorez votre arme, faites plusieurs versions de cette arme-là avec les différents éléments qu'il y a, le feu, la foudre, le poison et tout, etc. Et puis une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez commencer votre collection sur un autre type d'arme et essayer d'apprendre avec. Et peut-être que petit à petit, vous vous challengerez, vous direz, tiens, j'ai envie d'apprendre à jouer avec la lance, qui est une arme très compliquée à manier, ou avec la lance-flingue, qui est encore plus compliquée à manier. Et vous direz tiens c'est sympa, surtout qu'en plus c'est des armes qui sont très spectaculaires, donc ça explose, c'est c'est super quoi. Et mais c'est vrai que moi j'ai un gros coup de cœur là en termes d'armes pour la Morpho H. La Morpho H, je trouve que depuis Monster Hunter World elle est géniale. Mais voilà, vraiment trouver l'arme qui vous convient. En quatrième conseil, jouez quand vous voulez et arrêtez quand vous en avez marre. C'est vachement important aussi. Si 1 ou 2 missions ça vous suffit, faites 1 ou 2 missions. Vous forcez pas à jouer plus, sous prétexte que il faut que vous arriviez à vous fabriquer cette arme-là. C'est le meilleur moyen de vous énerver. Et dernier conseil, jouez avec les autres. Monster Hunter, ça a été développé pour jouer en multi. Donc vraiment, jouer tout seul à un moment donné pendant les 10-15 premières heures pour Monster Hunter Rise. Voilà, histoire d'apprendre un petit peu. Et puis dès que vous pouvez, aller sur le live et puis aller en ligne et puis jouer quoi, avec d'autres joueurs. Vous allez beaucoup apprendre en regardant les autres joueurs. Juste un petit point éventuel, parce que moi je suis un joueur un peu lambda à l'origine. Quand je vois un monstre,
dans les jeux, ce que je fais, c'est je tape, quoi. Et là, il y a un peu plus d'observation, quoi. Faut pas, franchement, prenez votre temps, vous le regardez comment il se déplace, etc. Foncez pas dans le tas comme un bourrin, ça marchera pas très bien. Voilà. Dac, merci pour toute cette préparation pour présenter le jeu et puis tous les conseils, parce que je pense que ça sera bien utile aux gens qui démarrent. Et puis peut-être qu'on se reverra pour parler de Monster Hunter Stories 2 quand il sera sorti. Avec plaisir, et puis surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs de PN, vous qui écoutez ce PNcast, venez sur le Discord, je vous donnerai tous les conseils dont vous avez besoin. Je crois que tout le monde va débarquer sur Discord pour chercher des conseils et chercher des copains avec qui jouer à Monster Hunter. Peut-être que même prochainement, pourquoi pas une session PN sur Monster Hunter pour faire des petites parties de chasse entre amis. Ouais, ce serait bien, ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ta passion, ton amour pour Monster Hunter. Encore une fois, on a l'impression que d'épisode en épisode, tu ne t'en lasses jamais. Non, j'ai eu des périodes où, alors je me suis lassé de Monster Hunter Génération. Je suis honnête, je l'ai trouvé très moyen, Monster Hunter Génération, mais avec Monster Hunter World et Monster Hunter Rise, le regain est revenu, quoi. Pour moi, le meilleur épisode avant Monster Hunter World, c'est Monster Hunter 4 Ultimate. Pour moi, c'était vraiment l'épisode le plus abouti de avant la génération de Monster Hunter World. Ouais, et puis la perspective d'avoir du contenu additionnel dans les prochaines semaines, alors les petites mises à jour, alors je sais pas si on peut parler de petites mises à jour avec celles qui arrivent, et puis la grosse version qui sortira à la fin du mois de mai, ça va permettre de prolonger l'intérêt pour le jeu et de continuer l'aventure un peu comme World l'avait fait déjà avant lui, avec des mises à jour très régulières pour maintenir la communauté à un niveau d'excitation ultime. Eh ben, ils ont raison, et Capcom ils font ça depuis le début. Ils ont rarement fait payer leur DLC. À chaque fois qu'ils font payer un DLC pour Monster Hunter, c'est parce que c'est une grosse extension dans laquelle il va y avoir mais vraiment beaucoup de contenu, c'est-à-dire c'est limite un jeu à part. Mais à chaque fois sur les petits DLC qui mettent à jour tous les mois et tout, à chaque fois c'est gratuit. Et ça a toujours été le cas. Et je pense que ça fait partie aussi du succès de la licence, que le développement propose régulièrement du contenu gratuit. Et du coup, ça fait plaisir aux joueurs. Là, à une époque où les microtransactions sont devenues monnaie courante, c'est super bien d'avoir toujours des licences qui sont là pour les joueurs et pas pour le porte-monnaie. Et je trouve ça important. Et c'est un bon message qui passe Capcom à ce niveau-là. Ouais, non, clairement. Mais chers auditeurs, n'hésitez pas à vous aussi nous donner votre avis sur Monster Hunter Rise ou sur toutes les actus qu'on a évoquées au cours de ce PNcast et peut-être que Guillaume nous citera certains avis à l'occasion de la prochaine émission. On va peut-être éviter d'attendre 2 mois avant de se retrouver, les copains. Et pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau PNcast. C'était super de vous retrouver après ces quelques semaines d'interruption. On espère que l'actualité va nous donner de nouvelles raisons de nous retrouver très bientôt. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain PNcast. Ciao! À bientôt, ciao. Ciao, à bientôt.